Et je vais à mon tour devoir faire une présentation. Et en parlant avec Mickey avant-hier, je me suis dit que c'était probablement le bon moment pour faire ce focus sur le sujet de la méditation. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. On a évoqué sur le stress. Donc, je vais essayer de faire une focalisation sur la méditation elle-même. Alors, est-ce qu'il faut méditer? D'abord, ça dépend un peu de ce qu'on appelle la méditation. En fait, on a toujours une image un peu particulière de la méditation. Donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est ce qu'est la méditation, ses aspects orientaux ou spirituels, pourquoi il faut méditer. Et donc, il y a des effets sur le cerveau, il y a une sorte de gymnastique que ça représente, et comment on fait, comment on se met en place, les techniques qu'on utilise. Alors, oriental, il y a toujours un peu cette idée qu'on est face à du tai chi ou du yoga. Spirituel, on a aussi cette idée que c'est quelque chose qui est transcendantal, qui est une expérience qui implique des croyances. Donc, tout ça a été battu en brèche il y a pas mal de temps, notamment au travers d'une expérience qui a été faite sur la question de la cohérence cardiaque. Donc, des Italiens avaient fait une recherche pour essayer de voir comment on pouvait améliorer la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est le fait qu'on ait des battements de cœur qui soient avec une variance, une volatilité très faible. Donc, quand vous voyez un électrocardiogramme, je pense que vous avez appris comme moi il y a bien longtemps dans votre cours de biologie qu'il y avait deux façons de calculer la fréquence. Si là, on a une fréquence sur 15 secondes, on va compter le nombre de pics, 1, 2, 3, 4, et on va multiplier par 4, puisqu'on a 4 fois pour passer de 15 secondes à 1 minute. Et donc, ça veut dire qu'on va être à 16 battements par seconde. Alors, c'est pas beaucoup, 16 battements par minute. Mais mettons qu'en fait, là, on est plutôt à un échantillon de 10 secondes. Donc, on multiplie par 6, voilà, on est à 24, ce qui n'est pas beaucoup plus, mais c'est mieux. Et l'autre façon de faire, c'est de regarder la distance qu'il y a entre chaque pic et de la comparer avec le temps, et donc d'en faire une dérivée, ça fait une vitesse. Et puis après, il faut faire une moyenne de ces vitesses. Alors, je peux vous dire que moi, quand j'étais en cours de biologie, je ne comprenais même pas qu'on me propose cette façon aussi idiote de faire une mesure. Et ce n'est que quand j'ai regardé ce qu'était la cohérence cardiaque que j'ai réalisé que ça avait en fait du sens. Comme quoi, il suffit juste d'avoir des professeurs qui expliquent le sens aux choses pour qu'on les trouve intéressantes. Le sens, c'est que en faisant cette moyenne des vitesses entre chaque contraction, vous allez avoir une vitesse moyenne, certes, mais aussi une volatilité, une distance moyenne à la moyenne. Donc, en fait, vous allez voir que, oui, j'ai mes 24 pulsations à la minute, mais parfois, j'ai deux pulsations qui suivent avec une vitesse qui est plutôt de 60, et parfois, j'ai deux pulsations qui suivent avec une vitesse qui est peut-être de 5 pulsations à la minute. Et finalement, je vais avoir une moyenne à 24 toujours, mais je vais avoir une volatilité qui va être plus ou moins élevée, c'est-à-dire que mon battement va être plus ou moins régulier autour de ces 24. Et c'est bien sûr très différent de la capacité à monter en vitesse quand on a un effort à faire. C'est vraiment la question de l'écart autour de cette moyenne plus que la moyenne qu'on a actuellement. Donc, évidemment, vous êtes à 24 au repos et puis quand vous allez courir, vous allez monter à 120. C'est tout à fait normal.
mais est-ce que quand vous êtes à 120, vous êtes régulier autour de 120 ou erratique? Or, cette régularité, on la recherche parce que c'est celle qui a un impact sur la santé. Quand votre cœur est très régulier autour de sa moyenne, eh ben, c'est un des meilleurs prédicteurs de votre état de santé futur. Donc, la question que s'est posée cette équipe italienne, c'est quelle est l'activité intellectuelle qui amène à une régularité? Et donc, ils ont comparé des groupes de gens à qui ils demandaient de faire des échecs, de lire des livres ou de regarder la télé, par exemple. Et puis après, il fallait bien sûr une condition de contrôle, une condition où on demande aux gens de ne réfléchir à rien. Comme on est en Italie, ils ont dit, bon, bah, on va leur demander de réciter le chapelet. Et là, la surprise, c'est que c'est le chapelet qui avait le meilleur résultat. Ah, flûte, alors bon, peut-être que c'est lié aux paroles du chapelet qui sont apaisantes. Donc, on va essayer un autre exercice. Cette fois-ci, on ne va pas mettre de paroles signifiantes. On va mettre les gens en train de réciter des mantras tibétains en phonétique. Et c'est pareil. C'est la récitation du mantra en phonétique, donc on ne comprend pas ce qui se raconte, qui va avoir un effet supérieur aux échecs, à la télévision, à la lecture, à je ne sais quoi. C'est donc l'exercice qui est en cause. L'exercice, c'est quoi? C'est de ne penser à rien avec une respiration rythmée. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette idée que la méditation, en fait, a un effet. Alors, quels sont ces effets? Là, il faut plutôt se tourner vers Harvard, qui a fait des expériences nombreuses sur le sujet. En 2011, ils ont montré qu'il y avait une augmentation significative de la matière grise dans certaines parties du cerveau. En 2018, ils ont montré que si on entraîne des gens à faire la méditation pendant 10 minutes, eh ben, on voit au bout de quelques semaines une modification de l'activité cérébrale, des activations qui se font et d'autres qui ne se font pas. Donc la méditation, finalement, est comme une gymnastique. Ce n'est pas un exercice spirituel, ce n'est pas un exercice religieux, même si les religions et les grandes pensées spirituelles amènent souvent, entre autres pratiques, à une pratique méditative. Alors, dans les prières, il n'y a pas que les prières méditatives, il y a des prières célébratives où ensemble, on va célébrer des choses formidables et un sentiment commun, où il y a des pratiques qui sont donc méditatives, où on va rentrer dans un état d'ici et maintenant, on est là. Donc c'est une pratique qui va améliorer notre cerveau, c'est pour ça qu'on fait de la gym, et c'est une pratique qui est une forme d'hygiène du cerveau. Alors, on avait déjà vu que ça avait un rôle dans la gestion du stress. Le stress, je vous rappelle, on avait fait tout un sujet dessus, c'est la façon qu'a notre corps de répondre face à une menace maintenant et très physique. Hein, vous êtes face à un ours. Et donc, vous vous adaptez à cette menace, mais c'était une menace qui est de l'époque, il y a 100 000 ans. Elle est physique, la violence est la seule réponse, et on ne peut pas réfléchir. Quand vous êtes agressé par des gens au bureau, la réponse physique n'est pas adaptée, elle est adaptée à l'ours qui vous attaque. Et face à l'ours, eh ben, vous pouvez vous enfuir, vous pouvez faire le mort, vous pouvez vous battre. C'est les 3 F, flight, freeze, fight. Et ce stress vous amène donc vers une réponse physique et pas une réponse dans le cerveau. Parce que comme l'a très bien dit Mika tout à l'heure, tout le monde a un plan jusqu'au moment où il est violemment frappé dans la bouche. Donc dans l'action, on ne peut pas réfléchir. Hein, quand on réfléchit, on joue au ralenti. Les gestes sont désynchronisés.
Et le cerveau inconscient, c'est ce qui fait la vitesse, c'est ce qui fait la fluidité du geste, d'où tous ces exercices qu'on demande à un sportif, qui sont de répéter les mêmes gestes jusqu'à ce qu'ils deviennent des gestes instinctifs, parce que le cerveau conscient va passer vite. Donc, c'est très classique, hein, c'est appelé le surinvestissement dans la science du sport, et ça amène à une façon très simple de faire perdre Patrick au golf. C'est au moment où il va commencer à vouloir taper la balle, de lui poser des questions sur sa technique et sur ce qu'il essaye de faire pour qu'il conscientise son geste et que du coup, il commence à désynchroniser son geste et à le faire beaucoup plus lentement. Donc, non seulement il va envoyer une petite bouse, mais en plus, il va l'envoyer de travers. Donc, les effets du stress, hein, c'est des signes physiques. La respiration est contrainte, les muscles sont tendus, la pression artérielle s'élève, le flux de sang vers le cerveau diminue et on a une tendance à se purger, hein. Il y a des gens qui se mettent à vomir à ce moment-là ou plus. Tout ça, c'est l'effet de l'adrénaline. Et ça conduit à une détérioration de la qualité de vie. On a des troubles du sommeil, de la digestion, un mal-être, de la dépression ou l'anxiété. Donc, on cherche à éviter ça. La mémoire diminue, la concentration, on prend des mauvaises décisions. Donc, il faut éviter le stress. Et c'est un problème pour la santé à terme parce qu'il y a une perte d'immunité quand on est en train de se battre face à l'ours. Ce n'est pas le moment de se battre face à la grippe. On verra ça si on a réussi à vaincre l'ours. C'est l'inflammation parce que on va être blessé par l'ours. Et donc, il faut se préparer à se réparer. Le problème, c'est que l'inflammation, c'est lié à la dépression. Hein, les maladies, enfin, les médicaments contre les dépressions sont souvent et ceux qui fonctionnent notamment sont des anti-inflammatoires. Le risque de cancer est très net parce que l'inflammation, ça aide pas mal les cellules du cancer à se développer. Et puis, s'il faut une vraie bonne raison pour éviter le stress, c'est que ça va abîmer votre vie sexuelle et comme chacun sait, tout le monde tient à ça. Comment est-ce qu'on combat le stress? En gérant les éléments conscients. Alors, dans les signes physiques que je vous ai montrés, les éléments conscients, il ne reste plus beaucoup. Hein, puisqu'en fait, quand vous avez un déclencheur du stress, ça va allumer une zone dans le cerveau qu'on appelle l'amygdale, qui va créer, qui va amener à produire de l'adrénaline. L'adrénaline va à son tour agir, c'est un messager sur le rythme cardiaque, sur les artères, et en fait, cette action de l'adrénaline sur votre corps va avoir un feedback, une boucle de renforcement sur le cerveau pour dire « Ah ouais, mais en fait, c'était bien grave ». Donc, quand on regarde tous ces signes physiques, ils ont eux-mêmes un effet de renforcement sur la perception du stress. Et si on regarde ceux qui sont conscients, il n'y en a plus beaucoup. Mais on peut agir néanmoins. Donc, on va essayer de contrôler sa respiration. On va essayer de descendre sur une respiration pour 10 secondes. On va essayer de détendre le souffle, la façon dont on expire. On va agir sur la tension musculaire, les trapèzes derrière le cou, les abdominaux. Tout ça, c'est des muscles qui vont se contraindre. Les maxillaires, vos mandibules, c'est des choses que vous allez figer dans le stress. En changeant le feedback, vous allez reprendre contrôle sur vous-même. Donc, ça va être une victoire, ça va du coup vous amener à le célébrer. Le problème, c'est qu'il faut agir au plus tôt. Il ne faut pas laisser le corps s'enfermer dans cette boucle de rétroaction et vous enfermer dans ce stress. Donc, comment est-ce qu'on va réaliser que l'on est stressé? Et c'est là où la méditation intervient. Ces modifications qu'on a vues dans le cerveau, c'est ça. C'est cette conscience de soi. C'est réaliser « Ah, mais en fait, je suis stressé là ». Donc, on va se mettre dans cette méditation qui n'est pas forcément une méditation façon orientale, qui peut être une méditation face à un océan, face à une plage déserte, ou
dans sa façon à soi d'imaginer cette plage déserte. Donc, cette gymnastique du cerveau, qui va avoir un effet, je vous rappelle, va avoir comme bénéfice principal d'être conscient plus tôt du stress et de pouvoir agir plus vite. Alors, comment méditer? C'est une grande question. Comment méditer? Eh bien, il y a une question de setup, de comment on s'installe, comment on se met dans la bonne situation. Et puis, on va devoir essentiellement se concentrer sur le ici et maintenant. Et ça va nous amener à devoir se battre contre notre petit singe et de faire ça avec bienveillance. Alors, le ici et maintenant, il s'agit de se concentrer sur le ressenti. Quelles sont les sensations que l'on vit? Le toucher, le vent sur notre peau, le soleil sur notre peau, l'audition, les bruits qui passent, la vue, ce qui attire notre œil, la respiration, l'air qui rentre et qui sort et qu'on sent aller et venir dans notre système respiratoire. Et on va chercher à les décrire. En revanche, on va éviter de les interpréter. Et c'est là qu'on a notre ennemi intime, c'est le fameux petit singe. C'est que finalement, notre cerveau, il cherche à nous remettre en route. Il va constamment nous dire, mais alors, qu'est-ce qu'on fait déjà après? Là, on a fait combien de temps là déjà? Ah, puis, ça me rappelle que hier, là, j'ai pas bien parlé, j'ai pas fait ce qu'il fallait. On veut être dans le ici maintenant, mais on a notre petit singe qui va systématiquement utiliser tout prétexte, toute sensation, toute image pour nous dire « Ah, tiens, à propos là, puisqu'on est tranquille, là, on peut réfléchir à ce qu'on fait après ?» Et donc, il va falloir observer le petit singe, voir qu'il est en train de reprendre la main et, avec bienveillance, revenir au ici et maintenant. La bienveillance, hein, c'est qu'en fait, on n'est pas en train de faire un concours. On va dériver. C'est obligatoire. C'est pas vous allez voir avec le temps, vous allez réussir à passer 45 minutes sans jamais avoir une pensée parasite. C'est inévitable. Le but du jeu, c'est de s'en apercevoir. C'est de réaliser que, ah tiens, je me suis encore fait piéger par mon petit singe. Revenons au ici et maintenant. C'est ça l'exercice. Alors, quand est-ce qu'on le fait? C'est vous qui voyez. Certains le font le matin en se réveillant, d'autres le font le soir avant de se coucher. Mais en fait, au-delà de l'exercice, vous pouvez le faire très régulièrement. Très régulièrement, le simple fait de se dire, tiens, où est-ce que j'en suis là? Comment est-ce que je respire? Est-ce que j'ai des muscles contractés? Je suis ici et maintenant. C'est un bon exercice. Où est-ce qu'on le fait? Si possible, dans un endroit où on n'a pas trop d'occasion pour votre petit singe de se réveiller. Donc, avec le moins de perturbations possibles. Donc, vous allez vous installer, si possible, dans une position qui vous permet de rester longtemps sans qu'il y ait des nouvelles sensations inconfortables. Et puis, vous allez aller vers ce qu'on appelle la pleine conscience. Alors, la pleine conscience, être conscient, c'est cet exercice de constamment revenir sur vos ressentis. Ça peut être, enfin, vous pouvez faire la méditation d'une autre façon, il y a une autre pratique. Si ce n'est pas la méditation de pleine conscience, ça peut être la méditation transcendantale. C'est celle qui finalement
agit par la répétition constante des mêmes choses. Donc, je vous parlais du chapelet tout à l'heure. Le chapelet existe dans tellement de religions que ça se demandait quelle est l'origine de tout ça. Ça consiste à réciter un texte qui va vous faire respirer et souffler toutes les 10 secondes et qui va vous permettre de ne pas partir dans du délire, de ne pas partir sur le petit singe. Mais il va venir quand même. C'est pas grave. On reprend là où on était. Et ça permet éventuellement de faire une pratique collective, puisqu'on récite en même temps. On est obligé de suivre le rythme de voix des autres et tout ce qui va ralentir ça va être repéré plus rapidement. Une troisième pratique, c'est la visualisation. Vous regardez votre corps et vous essayez d'isoler les différentes parties du corps et de faire un chemin comme ça de la tête aux pieds, du pied à la tête, de guider en fait votre pensée sur des éléments successifs de votre corps et de chercher à les identifier. Ce n'est pas forcément de se détendre, c'est juste d'identifier qu'est-ce qu'on ressent sur chacune des parties. La dernière technique, c'est la technique de la compassion, c'est-à-dire d'utiliser ce temps pour se traiter avec bienveillance, avec respect et souhaiter le meilleur pour tous ceux qui vous entourent et ceux qui sont plus loin. Toutes ces techniques-là, comme vous voyez, ont pour objectif de vous mettre dans une situation où vous obtenez cette cohérence cardiaque, où vous entraînez votre cerveau à rester dans une zone qui n'est pas la zone naturelle aujourd'hui. La zone naturelle, c'est celle de l'éveil, de la conscience, de la réaction, de l'action. Et vous voulez revenir sur le ressenti, sur le recul sur vous-même. Alors, tout ça peut s'associer avec une pratique physique. Évidemment, il y a le yoga, qui est une forme de méditation. Ça pourrait être avec le tai chi, mais je veux dire, le jury n'est pas tout à fait clair sur le sujet. Ça pose la question, comme toute pratique un peu New Age, mais alors, finalement, il va falloir avoir un gourou. Alors non, ce n'est pas nécessaire. Vous avez des outils techno qui peuvent vous aider. Un gourou, c'est un maître, hein, c'est quelqu'un qui fait l'apprentissage. Donc les outils techno, c'est par exemple la solution française qui est Petit Bambou, c'est la solution la plus connue Headspace ou Calm. Je fais comme les médias de grand chemin, je cite 3 différentes solutions pour montrer que je ne suis pas payé, que je ne suis payé par aucune des 3. Mais ce sont des applications qui vont vous aider à rentrer dedans, à vous accrocher à une pratique, à revenir, vous apercevoir un peu plus tôt que vous êtes en train de dériver, à vous permettre de pratiquer les différents types d'exercices. Donc, en guise de conclusion, ce qui est important, c'est la routine. C'est de dire, tiens, je le fais peut-être le matin ou je le fais peut-être le soir, mais je le fais à chaque fois. Peut-être que 5 minutes, mais je le fais à chaque fois pour que ça devienne un automatisme. Essayez les différentes techniques. Certaines fonctionnent plus que d'autres. Et pratiquez en dehors des séances. Ces petits moments où vous prenez juste une respiration ou deux pour vous dire, tiens, comment je me sens? C'est donc la pratique, c'est de retourner au ici et maintenant, à tout moment de la journée. Merci Jean-Christophe, merci Mika. Plusieurs questions sur
finalement vos deux chroniques qui se répondent l'une avec l'autre. Et première question pour Jean-Christophe. Est-ce que tu sais, ou en moyenne, au bout de combien de temps, une pratique qu'on intègre comme ça, de façon rituelle, dans sa vie, va commencer à produire ses effets? Alors, il y a deux questions derrière. Il y a, au bout de combien de temps une pratique devient un rituel? Euh, Là, enfin, il y a des règles, des gens qui disent qu'il faut le faire, je ne sais plus, c'est 30 fois ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a des espèces d'idées comme ça. Je dirais que d'une manière générale, tant que c'est un effort que vous avez à faire pour vous mettre dedans, c'est que ce n'est pas encore un rituel. Donc, vous allez voir, vous, dans votre pratique, ce qui vient le plus. Après, il y a une autre question qui est au bout de combien de temps ça a un effet sur le cerveau. L'étude de Harvard de 2018 montrait que c'était au bout de quelques semaines, c'est-à-dire c'était de mémoire 6 semaines avec 10 minutes de, de pratique par jour. Donc c'est très rapide. Mais en même temps, si vous faites 10 minutes par jour de musculation d'un bras, vous allez voir une différence avec l'autre bras en quelques semaines, hein. Donc c'est tout à fait normal. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire, c'est un exercice difficile. Ce n'est pas s'endormir, c'est au contraire être constamment en train de faire, oups là, ça y est, j'étais en train de repartir dans le futur ou dans le passé, je reviens dans le présent et je me surveille. Cette fois-ci, je vais essayer d'être conscient plutôt que je me suis laissé, plutôt de cet embarquement, de cette dérive. Donc c'est du vrai travail, c'est fatigant. Donc les 5 minutes que vous commencez à faire au début, vous allez voir que c'est fatigant. Merci Jean-Christophe. Et maintenant, je me tourne vers Mika avec une question un petit peu complexe. J'ai toujours pensé que pratiquer le doute, c'était une bonne chose. C'est-à-dire que finalement, ne pas avoir de certitude absolue, laisser la place à l'incompréhension, à la façon que peut-être on a mal appréhendé les éléments internes ou externes. Et toi, tu viens ce matin et tu nous dis, voilà, le doute, finalement, ça vous paralyse, il ne faut pas douter. Alors, je sais bien que c'est plus subtil que ça, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait le parallèle entre le bon doute et le mauvais doute, le bon stress et le mauvais stress, les bons chasseurs et les mauvais chasseurs? Tout à fait, les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Quelque part, alors là, on va creuser un tout petit peu, hein, mais quelque part, je pense que l'humain, l'humain est fait pour douter. Quelque part, vraiment dans les profondeurs, je pense que c'est ça. Et c'est d'ailleurs ça qui nous permet ou qui nous a permis de survivre en tant qu'espèce, hein. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, euh, quelque part, l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions. C'est-à-dire que une bonne chose mal appliquée, ou en tout cas trop appliquée, peut devenir une mauvaise chose. Ça me rappelle par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans nos scolarités à tous, hein, en mathématiques, on avait toujours par exemple des fonctions, mais qui étaient valables que dans un espace de définition. Et au-delà de cet espace, elles n'avaient plus d'utilité, ou en tout cas, elles n'existaient plus. C'est un peu le même état d'esprit, c'est-à-dire que trop de doutes, ça commence à être problématique. Alors, ta question qui est, qu'est-ce que ça veut dire trop de doutes? Et c'est là où justement les deux sujets se sont raccrochés, hein, entre le doute et la méditation, hein, de Jean-Christophe, c'est que c'est personnel. Il va falloir s'écouter, écouter notre niveau de stress, parce que le niveau de stress, quelque part, est corrélé au fait que ça commence à trop nous coûter de douter. Et comme ça nous coûte trop cher, c'est qu'on est en train de se détruire à trop douter.
Et donc, il va falloir essayer de trouver une autre solution pour justement avoir une réponse à ces doutes-là. Donc, un petit peu, c'est bien. À plus forte dose, il faut prendre le temps de regarder si ça ne devient pas quelque chose de trop lourd à porter. Est-ce que je résume? Exact. Merci beaucoup, Mika, pour cette précision.